L'évolution. L'évolution de la maladie, il fait toute la difficulté ou toute la gravité de la maladie. L'évolution, elle est imprévisible. D'accord? Les aggravations, ils peuvent apparaître spontanément ou généralement qui sont déclenchées par des facteurs intercurrents, notamment un traumatisme, une maladie, une infection, une grossesse ou une intervention chirurgicale. Généralement, le cas de figure le plus fréquent, c'est les patients qui font des angines ou un tableau de gastro-entérite qui viennent pour une aggravation parce qu'ils ne font pas le lien entre la maladie et l'infection. D'accord? Donc ces facteurs intercurrents, ils peuvent être responsables de poussées de myasthénie qui font toute la gravité de la maladie parce qu'il y a une poussée myasthénique, ça peut être sévère et qui peut indiquer l'hospitalisation en réanimation avec intubation ou ventilation. Le grand danger des poussées myasthéniques, c'est l'insuffisance respiratoire. D'accord? Un message très important, toute crise myasthénique, toute aggravation chez un patient myasthénique n'est pas toujours une crise myasthénique. Ça peut être ce qu'on appelle les crises cholinergiques. La crise myasthénique, c'est la crise de la myasthénie en rapport avec une insuffisance en acétylcholine. La crise cholinergique, c'est plutôt une crise de myasthénie en rapport avec un surdosage en inhibiteur de l'acétylcholinestérase. D'accord? Qui va se traduire par une faiblesse des 4 membres, avec des douleurs abdominales, des crampes, une polypnée, et que finalement vous allez faire le diagnostic en faisant 2 choses. Tout d'abord, vous allez faire un examen ophtalmologique, vous allez trouver qu'il y a un myosis. Alors que dans la myasthénie ou la crise myasthénique, on a dit que la musculature lisse, elle est intacte. Et puis, si vous passez à côté de diagnostic, vous allez donner des inhibiteurs de l'acétylcholinestérase, injectables. Vous allez voir que ça aggrave l'état du patient. On ne veut pas arriver à ce stade-là. Au contraire, on vous demande en tant qu'étudiant de faire la part entre les deux. Chaque fois que vous avez une aggravation récente sur une myasthénie, ça peut être une crise myasthénique et ça impose un traitement par des inhibiteurs, mais ça peut être également une crise cholinergique où il ne faudrait pas donner les inhibiteurs. Pour faire la part, c'est un tableau classique. C'est un patient qui vient pour une faiblesse des 4 membres, avec une dyspnée, avec des crampes, mousse aux lèvres, douleur abdominale. Vous faites un examen ophtalmologique, c'est un myosis et vous avez le diagnostic de crise cholinergique. Ça peut être une question d'examen. C'est important de connaître ça. Faire la part entre crise myasthénique et crise cholinergique. Pendant l'évolution de la maladie, c'est important de faire une classification de la maladie. Et cette classification, c'est ce qu'on appelle le MGFI. Il individualise 4 stades, 5 stades plutôt. Et ce stade-là, on commence par le stade 1, où vous avez juste une atteinte des muscles oculomoteurs, jusqu'au stade 2, 3 et 4, où vous avez des formes généralisées. C'est important de faire la classification à chaque fois que vous faites votre patient. Ça vous donne une idée objective sur l'efficacité de votre traitement. Est-ce que le patient il est amélioré ou pas? Est-ce qu'il s'aggrave ou pas? Donc c'est important de faire la classification. Ce n'est pas une question de l'examen. On ne va pas vous donner des questions sur la classification de la myasthénie. Donc pour les formes cliniques, on a des formes oculaires. D'accord? L'atteinte elle reste localisée au niveau du muscle oculomoteur. Malheureusement, les anticorps ils ne sont positifs que dans 50% des cas. D'accord? Dans la myasthénie, on a les myasthénies avec thémum ou hyperplasie thymique. On a ce qu'on appelle les myasthénies séronégatives, représentent 15% des cas. D'accord? On a ce qu'on appelle les myasthénies néonatales. D'accord? Ils touchent environ 10% des enfants nés de mère myasthénique, même en apparente rémission, qui sont dus au transfert transplacentaire des anticorps et des immunoglobulines. L'évolution, généralement, elle est favorable, dans un délai de plusieurs semaines, 3 à 4 semaines. Le traitement de ces formes-là, elle dépend de la gravité de l'état du nouveau-né. C'est déjà l'enfant, il est en détresse respiratoire, c'est une hospitalisation, intubation avec un traitement. Lorsque la forme il est minime, il est mineur, on va juste surveiller le temps que les anticorps soient épurés du corps. On a ce qu'on appelle la myasthénie infantile et juvénile, auto-immune, représente 15% des cas.
Elle débute généralement vers l'âge de 15 ans, rarement dans les premières années de la vie. D'accord? Et le plus souvent à partir de 10 ans. On a des formes myasthéniques familiales, représentant environ 10% des cas, qui sont caractérisées par un début précoce et une évolution plus lente. Et on a ce qu'on appelle les maladies auto-immunes associées, qu'on cherche par un bilan biologique, notamment une hypothyroïdie ou une hyperthyroïdie, un lupus, polyarthrite rhumatoïde, une anémie de Bermer, un pemphigus polymune, une candidose chronique, un syndrome de Gaugereau, une CEP ou une insuffisance surrénale. Ce qui est de pratique courante qu'on cherche de façon courante, une dystéroïdie, un lupus, une anémie de Bermer. C'est des étiologies qu'on cherche souvent, chaque fois qu'on fait le diagnostic de myasthénie. La myasthénie et grossesse. Important à noter que pendant le travail, on injecte les anticholinésterasiques par voie intraveineuse pour améliorer et qu'il faudrait privilégier une anesthésie locale ou régionale sur l'anesthésie générale. Le traitement. Le traitement, on va donner un traitement symptomatique. D'accord? On va traiter en donnant des inhibiteurs de l'acétylcholinéstérase. D'accord? Et puis, on va traiter la cause. Le traitement symptomatique, il repose sur les anticholinésterasiques, la base du traitement. On dispose de 3 molécules qui varient en fonction de leur délai d'action et la durée d'action. Nous avons la prostigmine, le mystino et la méthylase, voie injectable ou voie au comprimé. Regardez, ce qui est important, c'est le délai d'action. Par exemple, la prostigmine, le délai d'action, il est de 30 minutes. 30 minutes. Le délai d'action, par contre, il varie. Pour la prostigmine, c'est un délai d'action qui est court. Donc, ça impose des prises régulières chaque 12 heures. Par contre, le mystino et le méthylase, des durées d'action qui sont quand même de l'ordre de 6 heures, 8 heures, 10 heures. Donc, la contrainte, le choix du traitement, elle dépendra de la disponibilité de médicaments. D'accord? Et puis, la durée d'action. Il n'y a pas d'effet à associer 2 inhibiteurs de l'acétylcholinéstérase. C'est-à-dire on choisit un parmi les 3, et si le patient n'est pas amélioré, on va proposer autre chose. Mais il n'y a jamais d'effet bénéfique à associer 2 inhibiteurs de l'acétylcholinéstérase. Vous avez la même efficacité et vous exposez votre patient au risque de la crise cholinergique. Le traitement éthiopathogénique, c'est la thymiectomie. La thymiectomie, il doit être pratiquée, d'accord, en cas d'anomalie thymique à l'IRM. Donc, un patient qui se présente pour une myasthénie, vous avez une anomalie, vous demandez une imagerie, vous avez une anomalie thymique, le risque que ce soit un tumum. Donc, il faut proposer de façon systématique, même si le patient il est très bien amélioré par les anticholinéstérasiques, il faut proposer un traitement, une thymiectomie, parce qu'il faut voir un diagnostic, est-ce que c'est un thymium ou c'est juste une hyperplasie thymique. Le traitement immunosuppresseur, vous avez soit les corticoïdes, vous avez également les immunosuppresseurs, on a les échanges plasmatiques et les immunoglobulines. Les échanges plasmatiques et les immunoglobulines sont proposés pour traiter la crise myasthénique. D'accord? Donc la crise myasthénique peut être traitée soit par échange plasmatique, soit par immunoglobuline. Les deux sont efficaces. On va les proposer en fonction de la disponibilité du médicament. Par exemple, ici à Oujda, on ne dispose pas d'échange plasmatique. C'est pour ça que tous nos malades avec crise myasthénique grave sont traités par des cures d'immunoglobulines. D'accord? Les traitements immunosuppresseurs, que ce soit des corticoïdes ou immunosuppresseurs, sont considérés comme des traitements de fond de la myasthénie. D'accord? Les corticoïdes, on donne généralement la prédnisone, qui est la plus utilisée, à la dose totale de 1 mg/kg par jour. On va la prolonger 1 à 2 mois et par la suite, on va dégraisser en essayant de trouver la dose minimale efficace. Ça veut dire la dose minimale qui va permettre d'améliorer le patient avec un minimum d'effets secondaires. En cas d'échappement à la corticothérapie, si le patient ne répond pas aux corticoïdes, on peut associer des immunosuppresseurs. Ou, le deuxième cas où on utilise les immunosuppresseurs, lorsque la dose minimale efficace est très élevée.
D'accord? Imaginez une jeune de 33 ans chez qui on fait le diagnostic de myasthénie. On la met, il a 60 kg. On va donner une corticothérapie pleine dose de 1 mg kg. Pendant 1 mois, 2 mois, la patiente est très bien améliorée. On va commencer normalement la dégression. Sinon, à 60 mg kg, la patiente va développer toutes les complications de la corticothérapie. Cataracte, ostéoporose, insuffisance, beaucoup de complications. Donc il faut dégraisser la corticothérapie. Si vous voyez qu'une fois vous dégraissez, la patiente n'est plus améliorée, ça veut dire que la dose minimale efficace elle est très élevée, il faudrait passer aux immunosuppresseurs pour mettre votre patient à l'abri de complications de la corticothérapie à forte dose. D'accord? Et de ce fait, lorsque vous avez un patient avec une myasthénie, on commence toujours par des anticholinésterasiques. Des anticholinésterasiques. Bien évidemment, vous avez fait l'IRM. Si le patient n'a pas d'anomalie thymique, on maintient notre traitement à base d'anticholinésterasiques. Si le patient a une anomalie thymique, il faut le proposer pour une thymectomie, pour faire une étude histologique. Est-ce que c'est un thymome, tumeur maligne, ou c'est juste une hyperplasie thymique, tumeur bénigne? Premier cas de figure, votre patient il est amélioré par les anticholinésterasiques. Vous vous arrêtez à ce stade-là. Puisque le patient il est amélioré, il fait ses tâches quotidiennes, c'est un ingénieur, c'est un médecin, c'est une femme au foyer qui mène une vie tout à fait normale, par les anticholinésterasiques, je me contente de ce traitement. Si par contre, votre patient n'est pas amélioré par les anticholinésterasiques, on va proposer les corticoïdes à la dose de 1 mg kg par jour, avec une décroissance rapide. D'accord? Si vous pensez ou si vous trouvez que votre dose minimale efficace elle est correcte, 5 mg, 10 mg, on peut se contenter de ce traitement. On va prolonger ce traitement au long cours. Si, par contre, le patient n'est pas amélioré par votre corticothérapie, ça veut dire qu'il garde toujours un inconfort, il garde toujours des difficultés dans ses tâches quotidiennes, ou votre patient, la dose minimale efficace qui améliore votre patient, elle est très élevée, vous rajoutez les immunosuppresseurs. D'accord? Ça permet d'améliorer les patients. Les immunosuppresseurs, ils sont proposés soit en association, d'accord, aux corticoïdes à la dose faible et efficace, ou juste donner seul. Lorsque vous décidez d'arrêter les corticoïdes, le patient par exemple il fait beaucoup de complications à la corticothérapie, vous arrêtez complètement les corticoïdes et vous rajoutez les murelles à la dose de 2-3 mg kg par jour, avec un délai d'action qui est de 4 à 6 mois. La thymectomie, chaque fois que vous avez une anomalie thymique, et puis il ne faut pas oublier que c'est une maladie chronique, avec un suivi prolongé, et surtout il faut mettre le patient, il faut alerter au patient aux facteurs intercurrents qui peuvent aggraver la maladie, notamment les infections, la grossesse, le stress, un traumatisme, une intervention chirurgicale. Et puis, il y a des médicaments qui peuvent entraîner des crises myasthéniques. C'est pour ça, pour ces malades-là, on leur remet au service toute une liste de médicaments qui sont contre-indiqués, des traitements antihypertenseurs, des traitements antiépileptiques, des traitements antipsychotiques. Donc, bref, c'est une longue liste qu'on met au patient chaque fois qu'il veut prendre un médicament. Il n'a qu'à le présenter au pharmacien, comme ça, on met le patient à l'abri d'une crise myasthénique. Voilà. Donc, en conclusion, pour la myasthénie, les choses à connaître pour la myasthénie, c'est que c'est une pathologie qui pose d'énormes problèmes de diagnostic, parce que finalement, il se révèle par un phénomène myasthénique. Ce phénomène myasthénique, il pose la difficulté parce que lorsque vous faites le diagnostic, lorsque vous recevez le patient en consultation, il peut être tout à fait normal. C'est ça la difficulté. C'est par l'anamnèse qu'il faudrait rechercher le phénomène myasthénique. C'est un patient qui a des difficultés à marcher au cours de la journée, qui a une diplopie qui s'aggrave dans la journée, qui a un ptosis qui s'aggrave dans la journée. D'accord? L'élément important, c'est qu'il faudrait connaître les territoires musculaires qui sont touchés.
D'accord? Et que pendant la consultation, vous allez essayer, lorsque vous avez votre examen neurologique normal, de mettre en évidence ce phénomène myasthénique en faisant subir votre patient à des exercices musculaires. Vous imaginez toutes sortes d'exercices, l'essentiel, c'est de mettre en évidence ce phénomène myasthénique. Pendant la consultation, on peut confirmer que c'est une myasthénie en donnant un traitement symptomatique qui est à la base d'un inhibiteur de l'acétylcholinéstérase. Le fait d'avoir une amélioration transitoire, même si elle est incomplète, vous confirme le diagnostic d'un phénomène myasthénique. Une fois que vous avez cette confirmation, vous allez faire des examens complémentaires. Tout d'abord, un examen biologique, parce que vous allez rechercher ces anticorps anti-récepteurs à l'acétylcholine. Physiologique, vous allez chercher un décrément, qui est une diminution de l'amplitude d'un potentiel d'action suite à des stimulations répétitives. On compare l'amplitude du premier et du cinquième. On trouvera qu'il y a une diminution de l'amplitude qui dépasse au moins 10% entre la première et la cinquième stimulation, et ceci par des stimulations à basse fréquence avec des intensités supra-maximales. Et puis, vous demandez un examen morphologique à la recherche d'une anomalie thymique, qui peut être soit un tubum, soit une hyperplasie thymique. C'est l'examen histopathologique qui vous donne cette classification. Et enfin, vous demandez des examens biologiques, parce qu'on vous a dit que dans la myasthénie, vous avez des maladies auto-immunes associées. Une anémie de Bérmer, une dystéroïdie, un lupus, une PR. Sur ça, vous avez un diagnostic de la maladie, de son caractère séropositif ou séronégatif, présence ou absence d'une anomalie thymique, présence ou absence d'une pathologie auto-immune associée. Vous rajoutez dans votre conduite une classification de la gravité de la maladie. Est-ce que c'est une forme focalisée, une forme généralisée? Et en fonction de la forme généralisée, est-ce que c'est une forme généralisée sévère ou pas sévère? Cette classification, elle vous permet finalement de suivre l'évolution de votre patient. On vous dit que l'évolution, elle est imprévisible, que le patient à tout moment risque de faire une poussée. Les poussées peuvent survenir de façon spontanée, mais généralement il y a des facteurs qui vont déclencher la poussée. Un traumatisme, une infection même banale, une intervention chirurgicale, un contexte de stress, l'étudiant en médecine. Parmi vous, je ne sais pas en quelle année, mais c'est le contexte de stress des examens qui a déclenché une crise de myasthénie. D'accord? Donc, pendant la crise de myasthénie, le patient se présente aux urgences. Mais faites attention que toute aggravation n'est pas toujours une crise de myasthénie. Ça peut être une crise cholinergique. La crise cholinergique, facile à reconnaître, parce qu'en dehors de la faiblesse des 4 membres, de la dyspnée, des crampes, des douleurs abdominales, les sueurs, vous avez un myosis bilatéral. D'accord? Donc, il faut être attentif pour faire la part. Parce que si vous êtes le super médecin débile, vous allez proposer à votre patient des injections, des inhibiteurs de l'acétylcholinéstérase, le patient ne s'améliore pas, vous allez dire je ne suis pas efficace, vous allez rajouter une deuxième injection, vous allez tuer votre patient. Vous avez fait le diagnostic de myasthénie, vous avez classé la myasthénie, vous allez proposer un traitement. Le traitement, on a un traitement symptomatique, on a un traitement éthiopathogénique, et on a un traitement de la crise. Le traitement commence par le traitement de la crise. Le traitement de la crise, il repose principalement sur soit des immunoglobulines, soit des échanges plasmatiques. En dehors de la crise, le patient il va bien, il n'a que la maladie myasthénique, on va proposer un traitement. Le traitement, c'est toujours les anticholinéstérasiques. On a 3 molécules, l'indication ou le choix, il dépendra de la disponibilité de chacun. Il varie principalement en fonction de la durée d'action. Il y a certaines qui agissent, dont la durée d'action est courte de 12 heures, et il y a d'autres dont la durée d'action est très longue. Donc, bien évidemment, on va privilégier les médicaments à durée d'action plus prolongée parce que ça va réduire le nombre de prises. Et c'est important pour un jeune qui a une maladie chronique. Donc, on va donner un traitement, un inhibiteur de l'acétylcholinéstérase, on va voir le résultat de l'IRM.
Si le patient a une anomalie thymique, on va proposer une thymectomie. Si le patient n'a pas de maladie thymique, on ne va rien proposer. On va suivre notre patient. S'il est amélioré complètement, on le maintient sur ce traitement. On en court. Si le patient n'est pas amélioré, on va lui dire on va te proposer des corticoïdes à la dose de 1 mg kg par jour. C'est un traitement qui est prolongé pendant 1 mois et par la suite, on va dégraisser pour chercher la dose minimale efficace. Si finalement, cette dose minimale efficace est de l'ordre de 5, 10, 15 mg, c'est une bonne chose parce que je vais avoir un résultat. Le résultat, il est là pour notre patient, il est amélioré et les effets secondaires vont être très minimes parce que c'est une dose qui est efficace minime. Par contre, si la dose minimale efficace est très élevée, 40 mg, 35 mg, 50 mg, ou si le patient ne répond pas de façon satisfaisante aux corticoïdes, on va rajouter les immunosuppresseurs. D'accord? Qui sont également prolongés au long cours. N'oubliez pas de signaler à votre patient qu'il y a des médicaments qui sont complètement contre-indiqués dans la myasthénie, qui peuvent être responsables de crise myasthénique. Quand on remet à notre patient, tu utilises 2 médicaments. On lui conseille de consulter aux urgences chaque fois qu'il commence à avoir des symptômes de crise, parce que tout retard de consultation, ça veut dire crise myasthénique grave, ça impose une hospitalisation en réanimation, et puis ça engage le pronostic vital de votre patient. C'est bon ?